généralement, c'est une phrase qui choque un petit peu, mais c'est un peu la réalité. Ce qu'on va dire comme reconnaître comme famille difficile, c'est finalement les familles qui ont le plus de culpabilité, qui ont mal vécu l'entrée en établissement. Et si le directeur et si les équipes étaient formées, sensibilisées à ces difficultés, à reconnaître la culpabilité, à accompagner, je suis sûre que ça se passerait beaucoup mieux en établissement. C'est sûr que je comprends qu'il y a des gens qui sont tellement malades que c'est beaucoup plus difficile pour la famille de s'occuper de ces gens-là. Des fois, on n'a pas le choix. Je ne remets pas en cause la pertinence de ces maisons où on met les gens les plus fragiles de nos sociétés. C'est juste qu'il faut ajouter un peu de douceur là-dedans. Comme mes parents, ils ne sont pas pauvres, mais ils ne sont pas riches non plus. Ils ont de l'argent. Ils peuvent se permettre de se payer ces services-là. Donc, c'est une proche aidance, d'une certaine façon, qu'on achète. Ça, je ne voyais pas avant. Hein? Mais si tu es pauvre, là, de la proche aidance comme ça que tu payes, tu ne peux pas te la permettre. Bonjour à tous, ici Marina Orsini qui vous souhaite la bienvenue pour un autre épisode du balado des proches aidants avec nos histoires qui, on l'espère, résonnent en vous. Un balado qui est une initiative de l'appui pour les proches aidants qui, en fait, tente de faire connaître le rôle de la proche aidance, des proches aidants, grande diversité. La proche aidance a 1001 figures aussi et surtout, je dirais, faire connaître les services, les solutions qui peuvent vous aider donc au quotidien. Cette semaine, on vous propose un petit tour du monde. On s'en va en voyage. On va parler de la proche aidance qui est aussi une réalité universelle. Chaque société a sa façon de faire. On va aller faire un tour du côté de la France avec un arrêt aussi au Sénégal. Donc, la réalité ailleurs dans le monde, découvrir différentes initiatives qui existent dans le domaine de la proche aidance. Pour ce faire, nous avons invité Alice Stein-Auvert, qui est présidente du collectif français Je t'aide. On a aussi notre superbe philosophe scientifique Boucard Diouf, qui a récemment perdu sa maman. Sa maman est décédée il y a à peine 2 mois. Et on voulait parler de la différence, en fait, de la proche aidance, la différence entre le Québec et le Sénégal, comment ça se passe. Et enfin, François Grisé, qui est un gars multitalentueux, acteur, metteur en scène, qui a créé l'organisme 1 et 1 font 1000, avec qui nous allons aborder le défi que nous lance la proche aidance. Alors, on va en apprendre aussi également un peu plus sur le Danemark. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue au balado des proches aidants. Très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parler de proche aidance à travers le monde. C'est quand même intéressant. On veut s'en inspirer. Comment ça se passe ailleurs? Et là, on s'en va de l'autre côté de l'Atlantique et j'accueille Alice Stein-Auvert, qui est présidente du collectif français Je t'aide. Merci, Alice, d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Oui, c'est un service multiple qui touche et qui traite de proche aidance, évidemment. Je sais, Alice, que vous avez travaillé à Montréal aussi, dans différents organismes. Donc, vous connaissez le Québec et un peu comment ça fonctionne. Oui, je vais pas dire que je connais très bien. Je suis restée 2 ans et demi où j'ai travaillé pour une association que je salue grandement, qui s'appelle le Groupe des aidants du Sud-Ouest de Montréal. OK. Vous n'aviez pas aussi travaillé avec la popote roulante? Si, j'ai travaillé avec une popote roulante du quartier Sainte-Marie à Montréal également. Oui, OK. Écoutez, on s'est dit, elle, on dirait qu'elle a une vision doublée de la proche aidance parce que vous avez quand même eu l'expérience ici au Québec et là, vous vous êtes retourné en France. 2 façons de faire, diriez-vous ça, entre la France et le Québec? Alors, c'est une question qui m'a été énormément posée quand je suis revenue en France parce que le Québec et je vais dire même plus largement le Canada est vraiment montré comme exemple dans toute la gestion des personnes aînées, de la proche aidance par rapport à l'Europe. C'est vraiment un pays qui est montré du doigt très positivement. Donc, on m'a souvent posé la question sur comment ça se passait au Québec, dans mon association. Alors, je dirais que mais ça sera la même chose d'ailleurs en Europe, c'est très dépendant du pays et de sa philosophie et puis de ses politiques finalement. Donc, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que j'ai toujours trouvé que le Québec était très en avance sur l'individualité. On prend vraiment la personne dans sa singularité et on va essayer de respecter ses choix
de façon assez large, Mais ça se traduit comment, ça, Alice? C'est quoi les moi, je exemples me où ça se rappelle traduit? avoir été marquée notamment sur l'ouverture de résidences seniors pour les transsexuels. De parler notamment, voilà, la sexualité, ça m'avait beaucoup marqué parce qu'en France, c'est un sujet qui est très tabou, très, très tabou pour les personnes aînées. Et je trouvais qu'au Québec, on était très avancé sur ça, mais même sur la relation à l'autre. Je trouve que le Québec aussi est en avance sur le travail de collaboration entre les structures. Les structures se mettent vraiment autour de la table, ensemble, pour essayer de trouver des réponses. C'est quand Donc, même, je trouvais pour ça, il y a... c'est quand même le fun, c'est cette expression-là que les Français aiment bien, mais c'est quand même le fun de savoir qu'on peut être un exemple alors que nous, on sent tellement qu'on se bat pour bouger les structures puis faire que les choses se passent autrement, mais à vous entendre, ça nous porte quand même à réfléchir à peut-être des bien bonnes affaires qu'on fait finalement, puis il faut en être Oui. fier. Ouais. Vous pouvez être fier. C'est vraiment un exemple sur la bientraitance. Voilà, c'est la bientraitance, puis la reconnaissance de la personne. OK. En tout cas, en Europe, c'est vraiment un point important. Et moi, à l'inverse, j'ai trouvé, là où la France avait des points positifs, c'est notre système de santé qui est relativement reconnu parce que beaucoup de choses sont prises en charge financièrement. Et c'est vrai que je voyais que ça, c'était une difficulté au Québec, c'est qu'il y avait des choses, notamment chez nous, les ambulances sont gratuites. Ouais. Donc, il y a beaucoup de services voilà, qui sont gratuits et pris en charge. Et là, je voyais que ça pouvait être une difficulté au Québec parce qu'il y avait énormément de restes à charge, donc de choses à payer de la part des familles. Là où en France, c'est vraiment une force d'avoir ces services gratuits. Alice, parlez-moi de Je t'aide. Donc, parlez-moi de cet organisme-là, cette organisation-là. C'est quoi? Au départ, je me disais, c'est-tu un service d'écoute? En même temps, il y a 27 structures, paraît-il. J'aimerais vous entendre sur qu'est-ce qu'ils ont développé, qu'est-ce que vous avez développé avec Je t'aide? Alors, le collectif Je t'aide, c'est donc un collectif, c'est une association, ce qu'on appellerait plus chez vous un organisme communautaire. Okay. Donc, c'est une association qui regroupe 27 structures. Donc, c'est 27 structures associatives ou privées, mais qui ont une action, soit c'est l'action complète de leur structure, soit c'est une partie de leur action qui est dédiée aux proches aidants. Et ce sont des structures qui ont voulu travailler en collectif, justement pour défendre les droits des aidants, puisque plus on est nombreux, ensemble on est plus fort finalement, on va réussir à porter la voix des aidants. Donc le collectif Je t'aide, vraiment son rôle, c'est d'aller auprès des ministères, auprès de nos politiques et de faire évoluer les droits des aidants. Donc derrière ce collectif, on a une équipe de salariés et on a des associations, des structures qui se sont regroupées. Et généralement, ce sont comme moi, en fait, des directeurs d'une autre structure, d'une autre association qui s'impliquent pour défendre les droits des aidants. Donc, on retrouve des assos comme celle que je dirige avec nos proches qui proposent une ligne d'écoute pour les aidants. Donc, nous, on est vraiment dédiés 100% à l'accompagnement des aidants. Mais on retrouve aussi des associations de soutien à des maladies, par exemple, particulières, comme l'autisme ou des handicaps comme l'autisme, la maladie sclérose en plaques. On a également des services mutualistes, des mutuelles ou des assurances qui développent de plus en plus en France. Ça, je ne sais pas d'ailleurs au Québec, mais c'est vrai qu'en France, ils développent de plus en plus de support pour les aidants et qui ont également rejoint le collectif Je t'aide. Oui, ben c'est le but ici aussi. Ce que j'avais retenu, entre autres, Alice, c'est que ce sont aussi, dans un des volets en tout cas, ce sont des anciens aidants qui aident les nouveaux aidants, si on veut. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que moi, j'ai 2 casquettes. Je suis la présidente du collectif Je t'aide et je suis la directrice de l'association Avec nos proches, qui est donc membre de Je t'aide. Donc, Avec nos proches, c'est une association qui propose une ligne d'écoute pour les aidants. C'est une ligne nationale qui est disponible pour tous les aidants, peu importe finalement la fragilité de leurs proches. Et au bout du fil, ce sont des anciens aidants, des personnes qui ont accompagné un proche, pareil, avec des profils très différents. Quelle merveille! Et qui accompagnent au quotidien.
C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je trouvais ça intéressant aussi, votre commentaire à dire que pendant vos études, on ne parlait pas de la réalité des proches aidants et des difficultés que vivent les familles. Donc, vous avez pu constater ça là, à travers vos expériences. Alors moi, j'ai fait une formation pour devenir directrice de maison de retraite. Et quand en fait, j'ai découvert vraiment le terme proche aidant en arrivant au Québec et en travaillant pour le groupe des aidants du Sud-Ouest de Montréal. Et moi, ça m'a énormément choquée parce qu'un directeur de maison de retraite, il a finalement deux problématiques, deux difficultés au quotidien. C'est gérer ses équipes et gérer la relation avec les familles. Les familles, Et bien sûr. généralement, c'est une phrase qui choque un petit peu, mais c'est un peu la réalité. Ce qu'on va dire reconnaître comme famille difficile, c'est finalement les familles qui ont le plus de culpabilité, qui ont mal vécu l'entrée en établissement. Et si le directeur et si les équipes étaient formées, sensibilisées à ces difficultés, à reconnaître la culpabilité, à accompagner, je suis sûre que ça se passerait beaucoup mieux en établissement. Et malheureusement, voilà, moi, dans mes études, donc ça commence à remonter, ça fait 10 ans maintenant, Ouais. on n'avait pas du tout parlé. Je vois que maintenant, ils ont mis un petit temps dans la formation. Il y a maintenant un petit temps pour parler des aidants, mais ça reste encore, à mon sens, moindre et les directeurs sont vraiment en souffrance par rapport à ça. Oui, puis parce qu'il faut arriver à l'évidence que quelqu'un qui est en perte d'autonomie, quelqu'un qui est en fin de vie, quelqu'un qui est malade, peu importe la maladie, ce qu'on souhaite, je pense, et de plus en plus, en tout cas ici au Québec, c'est fou, on parle avec des médecins. Beaucoup de médecins disent que la proche aidance, c'est le futur de notre système de santé. Quand on regarde, Alice, les statistiques chez vous, c'est 11 millions d'aidants en France. Hein? On note 11 millions d'aidants. Vous dites que, donc, à travers la proche aidance, c'est quand même faire entrer un proche du domaine de la santé, quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est difficile pour les familles. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Je pense qu'il y a une forme de toute façon de déni et puis de déni de la part aussi bien de la personne qui est fragilisée que de la famille. Bien sûr. Et puis, il y a une forme de pudeur, hein, mais comme nous tous, je pense, de faire rentrer quelqu'un, que ça soit un professionnel d'ailleurs de santé, un professionnel du domicile, qui rentre dans notre vie privée. Ça reste toujours quelque chose d'assez compliqué. Apprivoiser, Voilà. hein. Et c'est là où je pense, comme vous dites, que les professionnels de santé ont tout leur rôle à jouer sur la reconnaissance du rôle des aidants et puis finalement le démocratiser cette entrée au domicile, de permettre de déculpabiliser l'arrivée et surtout d'amener à communiquer. Nous, ce qui ressort toujours, c'est apprendre à se parler, mais c'est le propre, je crois, de l'humain, hein, d'avoir des difficultés à échanger, parfois à parler des choses difficiles. Mettre des mots là-dessus, il faut mettre des mots là-dessus, oui. Des mots sur les mots, comme on dit. Voilà, c'est quelque chose, je pense, où les professionnels de santé ont vraiment un rôle à jouer, mais encore faut-il qu'ils soient sensibilisés. Et nous, pour le coup, en France, ce n'est pas encore le cas. Les médecins ne sont pas formés sur l'accompagnement des familles. Ils sont vraiment formés soit sur le tas, avec beaucoup quand même de difficultés parce que le médecin de famille, ce qu'on appelle le médecin traitant chez nous, on leur apprend pas finalement la gestion du domicile. On leur apprend à soigner des maladies, mais on n'apprend pas forcément la gestion du domicile. Et donc, il y a énormément de questions qui leur sont posées, auxquelles ils ne savent pas répondre. Donc, il y a quand même une souffrance. Et il y a une formation, en fait, on remarque qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont finalement formés sur le tas, mais par une expérience propre d'aidants. OK. Et eux vont faire ce travail auprès des familles, parce que ce sont des anciens. Oui. Alice, on dit souvent qu'en Europe, hein, c'est lourd, c'est compliqué, la bureaucratie, l'administration. Là, je pense que la France n'y échappe pas non plus. Mais vous dites, vous, qu'à travers ça, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent. Oui. Alors, est-ce que c'est juste de dire que c'est compliqué, hein? Juste ça pour un malade et même pour la famille? Je ne sais pas si on a la palme d'or. Je ne sais pas si on a cette palme d'or de la complexité administrative, mais je pense qu'on doit être quand même dans les plus importants. Oui,
une chose qui est très, très compliquée en France, et d'ailleurs, c'est une des plus grandes souffrances des aidants. Ce qui remonte le plus, c'est ces démarches administratives qui sont répétitives, notamment, alors, on a des aides financières, mais pour percevoir ces aides financières, il faut redemander chaque année. Pour vous donner un exemple très concret d'une aidante avec qui j'avais échangé, qui a une fille qui a un handicap lourd et qui a eu du coup une espérance de vie qui est très courte, qui ne dépassera normalement pas 10 ans. Tous les ans, elle doit remplir les demandes de financement et expliquer quel est le projet de vie de sa fille. Quel va être son projet de vie, alors qu'il est déjà marqué qu'elle ne dépassera pas les 10 ans. Ah oui, elle est déjà condamnée à une jeune typiquement, mort. voilà. Oui, oui. Donc, on peut imaginer la souffrance déjà, même psychologique, pour un parent de remplir un projet de vie alors qu'on a déjà une condamnation. Mais donc voilà, il y a beaucoup de difficultés administratives, mais j'ai pu voir qu'on n'était pas les seuls, parce qu'il y a aussi en Suède, il y a eu cette création de rôle de coordinateur. Donc en fait, nous, il n'y a pas de mot, je suis désolée, ils utilisent en France un mot anglais, puisqu'on est, ils appellent ça un care manager. Care manager. On n'a pas trouvé. Care manager, voilà. OK. Avec un accent bien français, je m'en excuse. Oui, non, mais donc... Mais est-ce que ça serait des infirmières pivots ou c'est quoi? On pourrait traduire ça comment? Ça pourrait être considéré comme tel, mais c'est vraiment des personnes qui sont là pour faciliter le maintien à domicile, donc qui vont mettre en lien l'aidant avec tous les supports qui vont pouvoir travailler à domicile. Donc typiquement, on parlait de popote roulante tout à l'heure. J'ai besoin de mettre en place un service de livraison de repas à domicile. Le care manager va mettre en lien avec différentes structures. Mais c'est Alice, vraiment un coordinateur. Mais Alice, le fait que vous travaillez au Québec, vous savez que nous, on a des CLSC. Est-ce que vous avez ça en France, ce genre de service-là? Là, vous parlez de popote roulante, mais on parle de soins carrément médicaux, là. Est-ce que ça existe, ça, en France? On s'organise avec le CLSC? Non. Non. Et c'est vrai que moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que quand je travaillais à l'association du groupe des aidants du Sud-Ouest, on avait des ateliers qui se mettaient en place et systématiquement, quand l'aidant venait, le CLSC mettait en place une aide à domicile qui venait garder le proche. Et nous, on n'a pas ces liens comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment dommage parce que ça se fait pas en systématique. On n'a pas ce type de service-là. Donc là, l'aidant, il est vraiment un peu laissé seul face à tout ça. C'est alors lui qui il fait doit quoi? gérer tout, Qu'est-ce qu'il fait? et tout. Ouais. Et ben, il va sur Internet. OK. Il n'a pas le choix. Il va sur Internet. Il y a des services qui ressemblent un petit peu dans nos mairies. Dans nos services municipaux, on peut aller demander. Mais vous imaginez que sur les services municipaux, il y a une multitude de services. Donc, de connaître vraiment spécifiquement tous les services, c'est relativement complexe. Donc, généralement, il va faire ses recherches par lui-même. Et c'est là où ce rôle de care manager peut être vraiment intéressant. C'est qu'il va finalement dissiper un petit peu le brouillard et il peut aussi beaucoup aider sur l'écriture de ces demandes financières qui sont très complexes, très, très complexes chez nous parce qu'en fonction de la fragilité de la personne, ce n'est pas le même service qui va s'en occuper. Donc, vous avez peut-être attendu 6 mois une réponse pour qu'on vous dise c'est pas à nous que vous devez écrire, c'est à quelqu'un d'autre. Eh mon Dieu, c'est ça. C'est compliqué. Hein? Moi, je dis souvent, pour être malade, il faut être en forme. Quand on est malade, il faut vraiment être en forme. Les aidants le disent, et ce qui nous épuise le plus, c'est ces démarches administratives. Et en regardant finalement un petit peu ce qui se faisait en Europe, j'ai vu que la Suède, alors, ils mettaient en place ce rôle de coordinateur, mais là, c'était vraiment spécifiquement pour les parents d'enfants handicapés. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que eux, c'est via les municipalités, donc c'est les villes qui vont financer ce coordinateur, alors que là, en France, c'était soit à la charge de l'aidant, mais de façon générale, ces services-là essayent au maximum de s'associer à des groupes de prévoyance, à des mutuelles, que ce soit les mutuelles qui payent l'intégralité du service pour les aidants. Eh bien, merci infiniment, Alice Stenover. C'était super intéressant. Puis, vous écoutez, je comprends
Je comprends que vous puissiez trouver que chez nous, quand même, au Québec, la structure est quand même différente, puis il y a toujours place à amélioration. Moi, il y a une phrase qui dit « Quand on sait mieux, on fait mieux ». Et je pense que c'est ça le but, en fait. Puis aujourd'hui, on cherche justement à penser à comment on peut faire mieux. Alors, j'espère qu'on pourra continuer à être une inspiration les uns pour les autres partout à travers le monde. Merci de votre visite. Merci beaucoup, Marina. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Il est notre philosophe scientifique. Il adore faire la comparaison entre les comportements humains et la faune, la flore. C'est tellement révélateur. Boucard Diouf, bonjour, je t'aime. Ah, bonjour. Marina, je t'aime moi aussi. On se dit tout le temps ça. Ça va bien? Oui, je vais bien. Puis je suis tellement, tellement contente que tu sois là. Je trouvais tellement que tu avais une place dans ce balado-là, avec toute la dimension que tu portes, avec toute la dimension que tu aimes partager, parce que l'essence de notre balado, c'est l'être humain. Dans toute sa complexité, dans ses besoins. Dans une époque, on vit dans notre époque aussi. Et je trouve ça beau parce que je voulais d'abord t'offrir nos sincères condoléances pour le départ de ta maman. Ça fait 2 mois qu'elle est partie de ta mère. Elle est décédée, ta maman. Oui, nous, on a une image pour décrire la perte d'une matriarche. On dit un grand baobab s'est effondré. Évidemment. Parce que le baobab, c'est un peu l'arbre à palabres. Hein? C'est sous le baobab que les gens viennent discuter des problèmes de la communauté, régler les disputes et tout. Et quand tu te lèves un jour puis le baobab s'effondre, ben là, c'est tous les gens qui profitaient de cet arbre-là peuvent vivre une errance. Et je le sens dans ma famille. Là, ma mère, c'est le pilier central de la maison. Est-ce qu'elle est décédée à la maison? Est-ce qu'elle est décédée à l'hôpital? Puis comment, c'est au Sénégal, comment ça fonctionne, les soins de santé? Surtout rendu en fin de vie. Est-ce que ta maman était dans une résidence? Elle était à la maison. Elle était à la maison. Elle était à la maison et mon frère et 2 de mes sœurs se sont déplacés là, puis ils sont restés avec. Ma sœur a laissé sa maison, puis elle dormait avec maman tout le temps. Tout le temps, tellement que j'ai appelé un jour pour lui dire, il faut que tu penses à toi un peu aussi, parce que des fois, on investit tellement qu'on s'oublie, puis des fois, on devient malade après. C'est sûr, c'est ça aussi l'approche aidante. Maman était à la maison, elle souffrait beaucoup. Puis moi, j'ai un lien particulier avec ma mère. J'ai raconté ça dans un livre que j'ai écrit il y a 3-4 ans, qui s'appelle « Pour l'amour de ma mère ». Puis maman voulait absolument me voir avant de mourir. Puis elle me disait « Quand est-ce que tu arrives ?» Dès qu'il y avait un moment de lucidité, « Quand est-ce que tu arrives ?» Mais elle était toujours entourée. Quand est-ce que tu arrives? Puis là, puis elle disait, ma soeur, je pense que ça va être trop tard, Boucard. Quand est-ce que... Puis à un moment donné, ma blonde m'a dit, ma grand-mère, elle était un peu comme ça. Puis ça a pris ma mère pour lui dire, gars, si tu es prêt, va-t'en. Attends-moi pas. Dans la souffrance. Tu as parlé à ta mère au téléphone, oui. Là, donc quelques jours avant. C'est nouveau, là, hein? Ça fait quelques mois à peine. Ah oui, j'ai appelé, ta maman j'ai dit, maman, tu as fait ce que tu avais à faire sur cette terre. Si? Et quand j'ai écrit le livre sur elle, je l'ai amené. Je savais qu'elle ne lirait pas ça parce qu'elle est analphabète, mais j'ai dit, regarde, j'ai écrit un livre sur toi. Et tout le bien que tu as fait autour de toi. Tu sais. Elle a entendu ça, elle savait ça. Elle avait tu le lui livre. as dit. Elle avait le livre avec elle. Tu sais. Puis ça fait partie des... Quand on accompagne les gens qui s'en vont vers l'autre monde, comme on dit dans ma culture, il y a un rituel qui s'appelle le tagas. Tagas, ça veut dire à la personne ce qu'il a fait de bien pendant qu'il est encore lucide. Tu sais. Tu lui dis, tu sais, maman, j'ai appelé là, puis j'ai raconté. Oui, mais je veux juste préciser, tu lui as parlé au téléphone, tu lui as dit qu'elle pouvait partir. Oui. Vous avez raccroché, elle pleurait. Oui. Tu dis que tu n'as jamais entendu. C'était la première fois que j'ai vu ma mère pleurer. Ma mère ne pleurait jamais. J'ai jamais vu ses larmes. Elle était toujours en contrôle. Mais c'est une orpheline de naissance. Elle, c'est une page de sa vie qu'elle a fermée. Elle ne voulait pas en parler. Orpheline de naissance, qui l'a eu dur, Puis je dis souvent à mes frères, peut-être qu'elle a pleuré les larmes qu'elle avait à pleurer pendant son enfance. Et puis, elle pleurait, mais elle est partie. 2 jours après, mais j'ai eu le temps de lui dire tout ça qu'elle avait fait. Parce que tu l'as rappelé. Oui. Puis là, tu lui as chanté. Oui. C'est quoi, qu'est-ce que ça a été? Tu chantais les louanges. Tagas, on dit dans ma langue, Tagas, ça veut dire chanter les louanges de la personne, de lui dire ce qu'elle a fait de bien, pendant qu'elle est encore consciente. Tu chantais?
Ouais, ben, on dit chanter, mais en réalité, c'est juste dire Réciter, ça avec un certain oui. rythme, tu sais. Ouais, ouais. Hein? Maman aimait quand on racontait sa généalogie, tu sais. Puis, dans ma langue, on disait Boureni là, no korkumba ndofan, wajabu holenju, semla da chuchu non dan kumanje. Et puis ça, elle aimait ça, puis tu voyais ses yeux s'ouvrir. Puis, c'était une femme extraordinaire, mais elle a été accompagnée. Les gens étaient dans la maison tout le temps pendant qu'elle était malade. Mais c'est pour ça que je disais, c'est un peu comme c'était ici, oui. n'est-ce pas? Comme c'était ici. C'est ça ta réflexion, ici. toi. Parce que quand tu vas dans les villages du bas du fleuve où j'ai grandi au Québec, là, je pourrais dire j'ai grandi là. Oui. Ben, c'était ça aussi. Les gens qui étaient dans leur maison. Qui étaient dans la fragilité, la dernière fragilité, qui étaient sur leur chemin de départ, étaient toujours entourés par la famille. C'était ça. C'est à l'époque où on valorisait aussi l'âge. C'est toi qui travailles dans la télévision, tu le sais, là. L'âge ici, quand tu vieillis, on dirait dans le système capitaliste, quand tu vieillis et tu sors de la production, on te met un tampon, puis on dit c'est fini pour toi, c'est tasse-toi. Avant, au Québec, c'est mon ami F. Desiel qui m'a rappelé ça. Avant, au Québec, quand on prenait une photo de famille, les vieillards étaient toujours devant. Au centre, bien sûr. Oui, on les mettait devant. Maintenant, c'est pas ça. Quand on prend une photo de famille, c'est l'enfance qu'on valorise, la jeunesse. Et quand tu t'approches de la mort, ben, cette valeur, mais on l'a vu là pendant la pandémie, c'était épouvantable pour certaines personnes là. C'est de mourir seul. Terrible, terrible, terrible. Mourir seul, c'est le pire drame qui peut arriver à un être humain parce que on est une espèce assez spéciale parce qu'on est la seule espèce qui est capable de voir dans le passé, de vivre le présent et de regarder dans le futur. Et ça, les autres ne l'ont pas. En tout cas, la démonstration n'est pas faite. Tu dis que c'est difficile de mourir. C'est difficile de mourir. Il faut être accompagné. Oui, c'est sûr. C'est sûr parce que la mort nous fait peur, tout le monde. La peur de la mort a construit notre humanité. C'est ça qui nous a rendus intelligents aussi, les humains. Parce que ça a été démontré que chaque fois qu'on a traversé des crises comme ça qu'on est en train de traverser, après ça, le savoir cumulatif de l'humanité a décuplé. Si? Regarde qu'est-ce qu'on a inventé depuis que le virus est arrivé. Ouais. Les vaccins à ARN, même les biologistes les plus sages disaient c'est impossible de faire ça en 3 ans. Puis voilà, en 1 an, on l'a fait. Puis on a développé plein de choses. Plein de choses comme ça qui font que, en se grattant la tête pour repousser la grande faucheuse, ben on a développé notre intelligence aussi. Tu sais. Mais c'est ça, parce qu'elle nous fait peur. Puis ça, c'est la vérité. Depuis l'aube des temps, la mort nous fait peur. C'est normal. On a un gros cerveau qui le voit puis qui n'aime pas ça. Et donc, quand les gens ont peur, il faut les rassurer. Comme on rassure des enfants. Je trouve ça beau aussi, Boucard. J'ai pris plein de notes avec la recherche. La fameuse phrase, c'est que ça prend un village. Hein? S'occuper d'un enfant, ça prend tout un village. Oui. Ça prend tout un village pour un mourant aussi. Oui, c'est ça qu'on devrait, parce que c'est un proverbe très célèbre qu'on utilise ici, africain. Ça prend tout un village pour élever un enfant, mais pour accompagner un mourant aussi. Absolument. Pour accompagner un mourant aussi, parce que les deux se confondent. Ma mère disait ça. Ma mère disait, ma grand-mère avait l'Alzheimer. Puis quand elle a eu l'Alzheimer, ben, elle est retournée dans l'enfance totalement. Là. Puis tu passais et tu disais, prends-moi, je suis ton bébé. Puis elle se souvenait de toutes les personnes qu'elle avait rencontrées dans sa jeunesse et elle les appelait. Elle passait la nuit à appeler des noms. Puis ma mère disait, mais c'est qui ça? Puis elle se souvenait, c'est ça le mystère du cerveau humain, c'est que quand il détraque, on ne sait plus ce qui se passe. C'est difficile de le comprendre vraiment. Ouais. Et donc, elle faisait ça, puis c'était quelque chose. Et ma mère nous disait tout le temps, tu vois la vie, on a l'impression en grandissant qu'on s'éloigne, mais c'est une promenade sur un globe. J'ai trouvé l'image fantastique. C'est une promenade. Sur un globe. Tu marches et tu as l'impression que tu t'éloignes et tu reviens au point d'origine. Et là, elle disait, tu vois, la naissance et la mort se confondent. Comme ça se superpose. Et dans ma tradition, chez les Sérères, la personne morte est traitée exactement comme on traite un bébé. Quand on s'approche de la mort, on prend la personne comme on prend un bébé.
on la rassure, puis on lui On chante peut la des bercer, louanges, on chante. Oui, c'est ça. Ouais. Parle-moi du Exactement. Sénégal, Boucard. Parce que, tu sais, on parle de proche aidance. Comment ça se passe au Sénégal? Ta maman était chez elle, mais ça, est-ce que c'est comme ça automatiquement, vous? Est-ce que vous avez des CHSLD? Non, Est-ce que vous pas avez des encore. résidences? Ça se passe Non, pas on de n'a même. pas ça encore. On n'a pas ça. Pas encore, tu dis. Ben, pas encore. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la marche normale des systèmes de production qu'on a maintenant. C'est juste un décalage temporel. Je suis sûr que ça va exister au Sénégal. Ouais. Et c'est une question de temps. Parce que c'est ça le chemin du capitalisme, il est là. Économise tes affaires pour assurer ton Et futur. toute l'humanité en est contaminée à quelque part. Absolument. tôt ou Je ne sais tard. pas si on peut dire contaminée, mais en tout cas, toute l'humanité s'en va là. Tu sais. Mais moi, j'ai grandi dans une société où on disait les parents s'occupent des enfants jusqu'à ce que leurs dents poussent. Et c'est au tour des enfants de s'occuper des parents jusqu'à ce que les leurs tombent. Mais ce qui est extraordinaire en lien avec la mort, puis la mort de ta maman, et tu es en train de terminer, tu me disais tantôt d'écrire un livre qui s'intitule « Ce que la vie doit à la mort, pardon. Ce que la vie doit à la mort quand la matriarche des éléphants s'effondre. » Oui. Tu fais un lien entre la matriarche chez les éléphants et les mamans, nos mères, nos mamans, quand Oui. une maman s'effondre. Oui. Parle-moi de ça. Ben, c'est parce que pour moi, c'est pas la même chose que quand un papa s'effondre. Je veux pas rien enlever au papa, mais c'est... Ben non, ils sont tellement importants, mais c'est autre chose. Ils sont importants, mais c'est pas la même chose. C'est la maman, elle porte un bébé dans son ventre. Elle investit sur un ovule qui est 4000 fois celui de la taille d'un spermatozoïde. Elle porte 9 mois un enfant, le branche sur son système circulatoire, elle accouche. Elle produit de l'ocytocine, qui est une molécule qui permet d'être Wi-Fi avec un bébé. C'est dit, le premier Bluetooth, c'est la nature qui l'a inventé, parce que tu le sais, hein, quand tu as un bébé, juste le fait de l'entendre pleurer pour faire couler les seins, Oui. il les sort. C'est ça chez les mamans y a aussi. rien Notre de bébé plus. qui pleure, on a une montée de Oui, lait. Bien exactement. sûr. Bien sûr. Coupe le cordon ombilical et tu le branches sur ton sein. On ne peut pas avoir le même rapport avec la maman qu'avec le papa. Donc, et quand la maman s'effondre, c'est plus dur. Dans 99% des cas, même pour le papa. Et moi, je fais le parallèle avec les éléphants parce que les éléphants, c'est des systèmes matriarcaux. C'est les femelles âgées qui dirigent les éléphants, puis qui ont une mémoire extraordinaire, sauf que des fois, comme ils ont des défenses qui sont plus énormes, des fois, les braconniers peuvent en tuer une femelle, et quand la matriarche s'effondre, ben c'est l'errance. S'il n'y a pas eu le temps de former la relève, Une relève. mais le groupe il est là, puis ils ne savent plus comment s'orienter, comment trouver les oasis, comment aller dans l'eau, et je trouve que ça ressemble à ce qui se passe chez les humains. Oui, puis tu dis que Oui. chez les éléphants, quand il y en a un ou une de malade, même si on les connaît pas, on en Oui. prend soin. Ah non, les rituels sont très élaborés. Je pense qu'on partage avec les éléphants la conscience de la mort. C'est mon opinion, là. Puis il y en a qui doutent de ça, mais je pense que les éléphants ont une conscience de la mort parce que même une matriarche qui est mourante, d'autres vont venir à côté d'elle puis essayer de la soulever puis rester à côté pour l'accompagner, tu sais. Pour l'accompagner jusqu'à... Et même quand elle meurt, les éléphants vont venir, même les éléphants qui ne connaissaient pas vont venir, tu sais. La voir la dépouille, ils vont revenir à l'endroit où les os étaient rassemblés. C'est ça, ils rassemblent les os. Ils essayent d'enterrer les défunts, de mettre des branches dessus. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis, quand on regarde ça un peu, ça ressemble à nous. Là. Je veux dire, pourquoi on enterre nos morts? C'est pour ne pas rencontrer les os des gens qu'on aime dehors. Là, Ouais. C'est traumatisant pour un être humain. Mais... c'est un peu le parallèle que je fais. Puis l'importance aussi de ces femelles âgées, c'est l'expérience. Pour moi, c'est l'expérience. Ça ne s'achète pas, ça Non. s'acquiert. Et ça devrait se célébrer. Oui, Hein? voilà, on devrait célébrer l'expérience. Il y a quelques années, il y avait une terrible sécheresse dans un parc en Tanzanie. Puis, où il y avait 200 éléphants répartis à peu près en 21 familles. Et après la sécheresse, les biologistes sont venus puis ils se sont rendus compte que les éléphants, les matriarches qui étaient plus âgés, leur famille avait eu moins de mortalité parce qu'ils avaient l'expérience. Mais de ces groupes d'éléphants, il y avait 2 familles qui avaient quitté le parc, sont partis.
Puis ces 2 groupes étaient dirigés par des matriarches qui avaient vécu une sécheresse semblable en 1960. Ça veut dire que les femelles se souvenaient de la sécheresse de 1960, puis on dit à leur gang, on s'en va. Puis ils ont eu moins de mortalité. C'est beaucoup moins de mortalité. Et puis pour moi, c'est ça aussi la sagesse de l'expérience. C'est pour ça aussi, je pense que c'est le rapport qu'on doit vraiment réviser, le rapport qu'on entretient avec les plus âgés dans nos sociétés, parce que J'allais dire, j'aimerais ça voir c'est quoi tes réflexions par rapport à la proche aidance. Tu es ici au Québec depuis tellement longtemps, mais tu as tout ce bagage de vie-là au Sénégal. C'est quoi ton rapport et ton regard sur la proche aidance? Et, sous question, toi, tu veux vieillir comment, Boucard? Oh, ben moi, je veux vieillir à la maison. De préférence avec mes enfants et mes petits-enfants. Dans mon rêve le plus fou, j'habiterai une maison intergénérationnelle. Dans mon rêve présent, j'aurais aimé que mes beaux-parents déménagent chez moi. Ils sont en Gaspésie. Puis moi, j'ai vu ma belle-mère s'occuper de sa mère. Elle était extraordinaire. Jusqu'à la fin, elle était là. Donc, tu as des bonnes références, là, je veux dire. Extraordinaire. C'est rassurant pour toi. Ma grand-maman avait l'ostéoporose. Puis j'ai vu Daniel. Ma belle-mère s'appelle Daniel Paradis. Puis elle était là avec ses sœurs pour leur maman jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et idéalement, c'est ça que ça devrait être. C'est sûr que je comprends qu'il y a des gens qui sont tellement malades que c'est beaucoup plus difficile pour la famille de s'occuper de ces gens-là. Bien sûr, des fois, on n'a pas le choix. Je ne remets pas en cause la pertinence de ces maisons où on met les gens les plus fragiles de nos sociétés. C'est juste qu'il faut ajouter un peu de douceur là-dedans. Pour moi, c'est tous, quand on les regarde, il faut les voir comme les gens qui ont construit les facilités toutes ces choses qui nous facilitent la vie aujourd'hui. Il faut le voir comme ça. Et ce qu'on leur fait, c'est une image miroir de quelque chose qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, des fois. Parce que c'est ça aussi. Toutes ces personnes, tu les vois des fois, puis tu ne te dis pas, c'est peut-être eux autres qui ont construit les lignes d'électricité qui partent de la baie James vers ici. Fort probable. Hein? Oui. C'est les gens qui ont tapé les chemins qui nous facilitent la marche d'aujourd'hui. C'est Joséphine Bacon qui disait ça. Oui, ça ne m'étonne pas d'elle. Mais tu sais aussi, Boucard, ils disent que on vit dans une société, en tout cas en Amérique du Nord et ailleurs certainement, mais on parle de chez nous, où on a voulu convaincre les gens âgés c'est comme ça qu'ils devaient vivre dans une certaine forme d'autonomie, mais encadrée. Donc, je parle des résidences, je parle éventuellement des CHSLD. On a voulu convaincre la population que c'est comme ça que ça devrait se passer. Es-tu d'accord avec ça? Oui, c'est ça qu'on a fait. Mais pourquoi on le fait? C'est juste pour dire qu'il ne faut pas encombrer ceux qui vont travailler. C'est à peu près ça, là. Parce donc, on prône la jeunesse. Oui, on prône la jeunesse. Et si vous êtes à la maison avec les gens qui doivent être les forces vives, ben, ils ne pourront pas travailler parce qu'il faut qu'ils s'occupent de vous et tout. Et on dit aux gens, économisez, puis après ça, vous occupez de vous-même. C'est ça, hein? Mais c'est poche parce que ce que ça fait, c'est que ça coupe un lien fondamental, c'est le lien entre les petits-enfants et les parents. Et les arrière-petits-enfants. Aussi. Puisque la vie, c'est aussi une promenade où on surveille ses gènes un peu. Biologiquement parlant, c'est important d'avoir un regard sur les gens qui ont hérité de ton pool génétique chez l'espèce humaine. Les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Moi, ma mère, quand j'allais à la maison, il y avait toujours du monde. Et ses enfants, ses arrière-petits-enfants étaient là tout le temps. Et maman, quand les gens... On a commencé à partir, elle a adopté des enfants, tout le temps. Ta mère adoptait des enfants? Ma mère a élevé, j'ai calculé avec ma sœur, là, ma mère a élevé en dehors de sa famille, qui est 9 personnes. Je pense qu'il y a quelque chose comme 16 ou 17 enfants qui sont passés dans sa chambre, avec 2 lits. Tout son deuxième lit a été toujours occupé par des enfants que maman a élevés, puis amenés à l'école, puis à un moment donné, s'en allaient, puis d'autres venaient. Tu sais. Ça a toujours été ça. C'est quand même rassurant pour toi de savoir que tu viens de ces gènes-là. Ben, en tout cas, moi, je dis juste que c'est une personne qui s'est soignée. Je pense que le fait d'avoir été une orpheline de naissance,
c'est ça qui l'a poussée à vouloir sauver tous les enfants de Sa la souffrance terre. a fait qu'elle a voulu sauver les autres enfants. Je pense, mais se soigner avec, parce que maman avait un proverbe que je dégaine souvent. Maman disait tout le temps, l'humain, nit nitay garabam, en wolof. Ça veut dire l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Et ça, elle le répétait tout le temps, Boucar, bien avant les médicaments et les docteurs. L'humain est le meilleur remède pour son prochain. Dans la main et ouvre le cœur. Là, il disait ça comme ça parce qu'en plus, moi j'ai un accent gaspésien, c'est différent de l'accent de ma mère. Dans la main et ouvre le cœur. L'humain est le meilleur remède pour son prochain. Et plus on s'approche de la fin, plus ce remède devient plus efficace. Et moi, Marina, j'ai souvent des appels de gens qui s'en vont, parce qu'ils m'ont entendu, puis ils pensent que Boucar est un sage, ils ont lu des livres que j'ai écrits, puis là, ils disent, avant de mourir, j'aimerais rencontrer Boucar. Puis je reçois souvent des appels comme ça, et je dis à Caroline, j'y vais, je vais y aller. T'es allé, tu y J'ai vas. rencontré plein de gens. Qu'est-ce que tu gardes de ça? Qu'est-ce que ça crée chez toi, Boucar? Des images extraordinaires, parce que Caroline me disait, tu vas porter tout ça en toi. Puis des fois, c'est pas facile, mais non, c'est pas ça, parce que et des fois, c'est des jeunes. C'est des jeunes atteints de cancer, originaires du Sénégal, qui est à l'hôpital Saint-Justine, qui dit, bon, j'ai rencontré Boucar, puis j'arrive là. Avec les parents, des fois, c'est mon ami Charles qui réalisait mon émission à la radio, qui est parti à 34 ans, 3 enfants. J'ai des souvenirs encore d'être avec Charles. Il attendait l'aide médicale à mourir. Puis on jasait ensemble. Puis il parlait de ses craintes. J'ai rencontré des dames qui m'ont dit, Boucar, moi j'ai un seul regret, c'est de ne pas voir le lac Témiscamingue avant de mourir. C'est tellement... Elle s'appelait Madame Salvaille. Madame Salvaille voulait voir le lac. Puis elle était mourante. Puis elle a dit, c'est la seule chose qui me manque. Je n'ai pas vu le lac Témiscamingue, je suis né là. J'ai rencontré des gens qui ont organisé un party pour sortir tout devant la famille, pour dire l'ego, toutes leurs affaires. Ils voulaient régler ça avant de partir. Un souper. Et ces choses-là, ben, c'est sûr que ça reste dans ton corps, mais en même temps, tu te dis, c'est des leçons extraordinaires. C'est des cadeaux. C'est tu des reçois leçons. Des cadeaux, Boucar, absolument. à travers ça. Il y en a qui m'ont dit, Boucar, qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Dis-moi. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Moi, je suis un biologiste de l'évolution, mais je ne peux pas te dire ce qu'il y a de l'autre bord. Oui, mais ton imagination est tellement exceptionnelle que c'est clair. Moi aussi, je voudrais t'entendre me dire ça avant de partir. Cette dame avait lu mon livre, j'ai écrit, qui s'appelle « Rendez à César pour ce qui appartient à César ». Oui, magnifique. Et là, elle est venue pour me demander qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. J'ai dit non, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais on a jasé. Puis, il y en a qui rient. Il y a un monsieur, il est venu voir mon spectacle. Puis, il m'a dit, Boucar, je m'en vais, puis je voulais te voir. Puis on a gardé un lien, puis je l'appelais. À toutes les 2-3 jours, je l'appelais chez lui. Puis il m'a dit, Boucar, je ne suis pas parti encore, je suis là. Jusqu'à ce que j'appelle, puis son fils me dit, il est parti. Mais tout ça fait partie de la vie. Ça aide à mieux apprivoiser la mort, parce qu'elle nous terrorise tous. Hein. Ouais. Les athées, les croyants, tout le monde a peur de la mort. Tout le monde. C'est même les gens qui disent qu'ils n'ont pas peur de la mort. Ils ont peur de la mort. On peut sublimer la chose, mais il reste que c'est dans l'ordre de la normalité d'avoir peur de partir. Notre cerveau est trop gros et trop imaginatif. Merci pour ce beau cadeau, mon Boucar. Écoute, j'ai tellement hâte de lire. Je pense que ton prochain livre va sortir à l'automne. Hein? Ce que la vie doit à la mort quand la matriarche des éléphants s'effondre. Oui. Puis je te laisse en te disant, tiens, je te tends la main, puis je t'ouvre mon cœur. Ben, moi aussi. Mais on ne peut pas se toucher, sinon docteur Arruda va nous chicaner. Non, il n'est plus là, Arruda. Moi, à la pause, on va se toucher, c'est sûr. Merci, mon beau Boucar. Salut, Marina. Merci. Autour de François Grisé maintenant, qui a créé en fait l'organisme 1 et 1 Fonds 1000. Il en est le fondateur et le directeur artistique qui met en lumière les différents enjeux sociaux, dont le vieillissement,
qui est un sujet riche. Il est lui-même proche aidant de sa maman. Bonjour François, on a décidé qu'on se tutoyait. Certainement. Oui, c'est tu clair. es le proche aidant de ta maman. Oui, j'ai été le proche aidant de mes 2 parents. Mon papa est décédé maintenant, mais là, ma mère vit dans une ressource intermédiaire privée. Puis j'ai 2 frères là, qui nous aident un peu, mais je suis vraiment celui qui est... Tu sais, dans les familles, il y en a toujours T'es un le pilier ou une. central, là, mettons. C'est moi. OK. Puis c'est une aventure. J'en parlais à la dame avec qui j'ai parlé avant de venir te rencontrer aujourd'hui. Très, très riche, très exigeante. Et ce qui m'apparaissait vraiment intéressant quand j'ai parlé à cette jeune femme-là, c'est de me rendre compte que l'approche aidance, c'est pas dans une direction. C'est vraiment dans les 2 directions. Si on prend le temps de s'y arrêter, si on arrête de voir l'autre personne comme la seule personne qui a besoin de quelque chose, tout à coup, en tout cas moi avec ma mère et avec les gens que j'ai rencontrés, là, on va certainement en parler au patrimoine de Val-d'Or, ah ben là, ça change le monde de l'approche aidance parce que c'est plus juste à propos d'aider une personne, mais c'est de recevoir toutes sortes d'histoires, de sagesse, de cadeaux, d'épreuves. Mais toi, est-ce que 1 et 1 font 1000? Est-ce que c'est né en lien avec ton expérience ou tu étais déjà intéressé par... En fait, j'étais intéressé par le fait de me questionner sur... Moi, j'ai commencé à me questionner sur la mort et la tragédie. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé des œuvres autour de ça. Et là, il est arrivé que mes parents sont déménagés dans une résidence privée pour aînés. Ils se sont très, très mal adaptés. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais comprendre la réalité de ceux qui vivent dans des ARPA, pour les nommer dans leur acronyme? Donc, comment est-ce que je pourrais comprendre la réalité des gens qui vivent dans des ARPA? Bien, c'est de le vivre. Comme oui, parents. toi, t'es carrément allé vivre. T'es allé vivre pendant 1 mois dans une résidence. Fait que c'est quoi? On t'a donné une chambre? Comment est-ce que tu t'es organisé? Oui, j'ai loué une chambre. J'ai fait une demande de bourse, comme tous les bons artistes. J'ai eu ma bourse. Je devais aller vivre avec mes parents. Au final, ça n'a pas fonctionné parce que la corporation qui était propriétaire de la maison a refusé, mais j'ai fait d'autres recherches et je me suis retrouvé au Jardin du patrimoine de Val-d'Or, en Abitibi, où j'avais jamais mis les pieds. Donc, d'une certaine façon, c'était parfait. Parce que j'ai vraiment vécu ce que beaucoup d'aînés vivent quand ils déménagent dans une résidence comme ça, c'est qu'il y a une forme, tu te retrouves à casser maison, comme on dit au Québec, à te déraciner. Fait qu'en me retrouvant dans un endroit que je connaissais pas du tout, avec aucune occasion de connaître des gens là-bas, j'ai vraiment vécu, en tout cas à mon âge, parce que j'avais 43 ans dans le temps, ce que les aînés souvent vivent là, quand ils vivent ce déménagement ultime-là. On fait une pause dans le sens où, si on parle de 1 et 1 font 1000, c'est du théâtre, c'est de la poésie, c'est du social, c'est très vaste, hein, ce qui se passe chez vous. Oui, c'est un grand projet. Oui, c'est un grand projet. Je suis allée sur votre site, puis j'ai trouvé ça tellement riche. D'ailleurs, il y a une de vos pièces qui s'est retrouvée chez Duceppe il n'y a pas si longtemps et qui, là, va partir en tournée. Oui, on part le 2 mars dans 12 villes à travers le Québec. Parle-nous de cette pièce-là. Ça s'appelle Tout inclus. Puis pour reculer un peu dans ta question, 1 et 1 font 1000, c'est d'abord et avant tout un organisme multidisciplinaire. Fait que ça veut dire que moi, bon mot, effectivement, en tant que créateur, là, je fais du théâtre. Des fois, je fais des installations dans l'espace public. C'est un labo, hein? C'est un laboratoire d'exploration. Et tu vois, la prochaine œuvre sur laquelle je suis en train de travailler, je vais danser. Donc, je me permets, j'ai pas envie de me cantonner dans une seule affaire. Puis, Tout inclus est donc né de 1 et 1 font 1000, qui existait à ce moment-là depuis 4 ans, de cette expérience d'immersion-là. Et là, j'ai rencontré Annabelle Soutard, qu'on connaît pour ses démarches de théâtre documentaire avec Jamie Drault et sa compagnie Porte-Parole. Oui. Et elle a décidé, parce que j'avais beaucoup de matériel, moi j'avais 85 heures d'entrevue, j'avais des images, j'avais de la vidéo, de l'audio. Donc, de ta résidence, là, où tu es allé habiter, là, pas avec tes parents, mais indirectement... Oui, avec les résidents des Jardins du patrimoine. Donc, tu as fait des entrevues avec ces gens-là, les gens âgés, l'équipe qui est en place. Puis c'est là que... Pour la première fois, comme artiste, j'ai fait une espèce de démarche de sociologue. Les gens disent que je suis un faux sociologue, mais ça, c'est moi qui dis ça. Mais j'ai vraiment voulu comprendre par l'immersion, parce qu'on ne le sait pas c'est quoi. Il n'y a rien de mieux. Puis apprendre l'anglais, t'es mieux d'aller vivre en Alberta ou... Exactement, là où on peut entendre, écouter. Et c'est la même chose avec les aînés qui vivaient au Jardin du patrimoine. C'est ça que j'ai fait. Je les ai beaucoup écoutés. Ils m'ont raconté leur vie. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, François? Qu'est-ce que tu as pu observer? Ça a été quoi tes constats par rapport, dans ce cas-ci, à la vieillesse? Là? Ils s'adaptent. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Puis il y en a qui s'adaptent beaucoup mieux. Je pense qu'il y en a qui prennent cette décision-là en connaissance de cause plus. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut. Dans le sens que
on n'imagine pas. Imagine-toi, là, Marina, je te dis, OK, Non. dans 2 semaines, tu t'en Non. vas de chez vous, Non. puis tu t'en vas vivre avec des même étrangers pas que tu imaginer. connais pas. Tu suis, bien c'est ça. Mais eux, on dit, ben c'est ça. Vous êtes rendus là. C'est comme ça. C'est le format qu'on a créé. Puis ça, c'est si on peut se les permettre. Ça, c'est des choix de société. Il ne faut pas l'oublier. Qui on le sent, remonte ouais. à la révolution industrielle. Puis c'est important pour moi de souligner que, tu sais, surtout qu'on parle de proche aidance, ça, c'est des réalités. Comme mes parents, ils sont pas pauvres, mais ils sont pas riches non plus. Ils ont de l'argent. Ils peuvent se permettre de se payer ces services-là. Donc, c'est une proche aidance, d'une certaine façon, qu'on achète. Ça, je ne voyais pas avant. Hein? Mais si tu es pauvre, là, de la proche aidance comme ça que tu payes, tu ne peux pas te la permettre. Alors, ça retombe sur le dos de gens qui sont déjà handicapés, qui n'ont pas beaucoup de moyens, souvent Limité, oui. limités. À plusieurs niveaux. Donc, ça devient encore plus pressant de parler de comment on peut se soutenir un et l'autre. La proche aidance, c'est ça. Je veux Exactement. dire, on n'a pas... Tu sais, on l'a souvent dit ici, puis je le sais, je radote, mais c'est pas grave, je m'assume. Je veux dire, la proche aidance, c'est le futur de notre système de santé. Puis Dieu merci qu'il y a plein de médecins qui y croient aussi Oui. et qui prônent ça. Oui. Puis de toute façon, ça sauve bien de l'argent à la société de rester chez nous. Bien sûr. Mais il faut accompagner, équiper et aider financièrement parce qu'il y a des gens qui vont jusqu'à faire des faillites personnelles parce qu'ils sont proches aidants. Je veux dire, c'est grave, là. Oui, puis dans ce que j'en Ouais. comprends, parce que je ne suis pas un spécialiste là, du ministère de la Santé et tout ça, mais dans le ministère, dans les institutions, la proche aidance, ça s'appelle le maintien à domicile. Et ça, Exactement. des mesures de maintien à domicile, de l'investissement en maintien à domicile, il y en a plus, il y en a eu plus avec la pandémie. Mais là, on se bute à un autre problème que même si on veut investir dans les services à domicile, bien, il n'y a pas de personnel. En tout cas, je ne veux pas être négatif, mais je pense qu'il y a des options et je pense que ce que j'ai le goût de te dire, parce que là, je reviens à une des questions que tu as posées tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, Oui. qui s'applique d'une certaine façon maintenant que j'y pense à la proche aidance, Oui. c'est que quand on est tout seul, on ne peut rien faire. On se sent dépossédé, on se sent oublié. Ah non, mais l'isolement puis la solitude, c'est la pire chose. Et c'est ça que la proche aidance, parce qu'on a donné un mot hein, qui s'appelle la proche aidance, pour un mot, moi, que j'aime à utiliser. On a mis un mot proche aidance pour parler de l'accompagnement pour moi. Mais Et tu c'est sais, avant, François, c'était un aidant naturel. une aidante naturelle. Surtout parce que c'est 60 des femmes, souvent. Mais c'est pas vrai que c'est naturel. Oui, aider ton mari, c'est clair, tu vas vouloir prendre soin de Oui. ton mari, de ta fille, de tes enfants, de ta chum, ta voisine, Oui. ton mari. Mais je veux dire, il y a tellement de chapeaux, à un moment donné, tout ça est relatif au degré du besoin, Oui. là, puis le niveau de la maladie. Mais c'est Mais qu'on il y a- est confronté à une réalité où on vit plus longtemps qu'on n'a jamais vécu. Aussi. 25% de la population de 75 ans et plus souffre de pertes Ouais. cognitives tous azimuts. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas aider des gens dans cette situation-là. Ouais. Mais je crois sincèrement, encore une fois, pour revenir à l'image des gens que j'ai rencontrés au Jardin du patrimoine, puis l'image de la relation que j'ai avec ma mère, c'est que la proche aidance, pour moi, c'est vrai qu'il y a plus d'énergie, mettons, de ma part devant ma mère qui est investie à l'aider. Mais ce que j'ai découvert dans l'accompagnement que j'ai fait avec elle, c'est que maintenant, elle me donne plein d'affaires qu'elle peut me donner à sa façon. Elle a des pertes cognitives, elle bouge plus beaucoup, elle est moins mobile, mais Qu'est-ce Mais- qu'elle te donne? ben, ça va sembler vraiment niaiseux, mais mettons, je vais souper avec elle, là, mais elle se lève pour aller me chercher quelque chose à boire. Elle m'appelle, elle pense à moi, elle me dit, mettons, ma mère a des pertes cognitives, et parce que j'ai créé un lien avec elle, ben, elle m'appelle pour me dire, hey, comment ça a été aujourd'hui tes entrevues avec OK, elle une faisait DG? pas ça avant, ta mère. Fait que- Jamais. Fait que, puis c'est pas Non, c'est pas un reproche. là. Non, c'est C'était juste ça comme la ça. dynamique, c'était ça la Exact, vie. exactement. Oui, oui. Donc, dans l'accompagnement, dans la proche aidance, on a appris cette petite danse-là qu'à sa façon, elle peut me redonner une présence, elle aussi, parce que, Ah, c'est ultimement, beau, ça, c'est de ça qu'on intéressant. parle. Ouais. On parle d'être présent pour l'autre dans la mesure où on est capable. Ceci n'est pas un jugement sur mes frères, mais mes Non, frères ne non, sont non. pas capables de faire ça. Ils n'ont pas les outils. Redéfinir notre lien à l'autre. Hein? On peut le Bien redéfinir, sûr. on peut le réinventer, on peut vivre autre chose. Oui, hein? puis le proche aidé, il doit faire ça aussi. Ouais. Moi, ma mère, elle me dit tout le temps, hey, ça a-tu du bon sens, tu viens ici, puis là, hey, ça a-tu du bon sens, tu viens ici, puis tu fais tout, puis tu fais la vaisselle, puis tu.
cet état-là que les gens m'ont dit, que ma mère décrit à sa façon, d'avoir l'impression qu'on est un poids pour les autres, c'est terrible. Mais quand on est un aîné qui perd de l'autonomie, en tant que proche aidé, on doit apprendre à se laisser aider. Moi, c'est Jeannette que j'ai rencontrée, Jeannette Bertrand, qui m'a dit ça. Elle m'a dit, François, le jour où j'ai accepté que c'était mon chum qui allait me pousser dans la chaise roulante au Musée des Beaux-Arts de Montréal, ma vie a changé parce que j'ai dû accepter que je n'étais plus capable. Ouais. Et ça, c'est là que je dis aussi que ça va dans les deux directions. Comme proche aidant, il faut reconnaître les limites que tu as évoquées, de dire des fois, là, tu sais, quand la personne a trop de pertes cognitives, puis qu'elle fait de l'errance, puis qu'elle est violente ou qu'elle oublie tout, tu ne peux pas continuer à aider. Mais de l'autre côté... Parce que tu n'aides pas. Tu peux pas aider, dans le sens où tu as besoin d'être équipé de gens, de soutien, de connaissances que tu n'as pas. Puis toi, tu es tellement émotivement, je pense juste à ta mère, émotivement lié à la personne. C'est pas la même relation. Là. Non. Mais le proche aidé, lui aussi, il doit dire « OK, c'est ça qu'elle me redonne, ma mère. Elle me dit merci. » Parce qu'elle est obligée de laisser tomber le rôle qu'elle connaissait de la mère québécoise qui fait tout, puis qui organise tout, puis qui est germaine au possible. Là. Mais elle ne peut plus faire ça. Mais elle l'accepte, puis il y a comme un autre espace entre nous qui se crée. Puis c'est ça, pour moi, qui est une grande richesse, qui est très émouvante pour moi, puis qui est partagée dans ma pièce aussi. Et je finis la pièce en disant « Être ensemble, c'est la seule chose qui change vraiment quelque chose. » Puis Dieu sait que s'il y a quelque chose qu'on a appris avec la pandémie, c'est ça. Quand on est pogné tout seul chez nous à se faire dire « Sors pas dans la rue après 8 heures », on le sait, c'est quoi? Tu dois le vivre toi aussi. On retourne au resto, là, on voit nos amis, on peut se retrouver en groupe. Bien, c'est ça qui est le cœur de nos vies. C'est ça que les vieux, ils me disent. Ils me disent, on est vraiment tout seul, souvent. Puis c'est long. C'est vraiment long. Ils me disent que c'est long. Ma mère, elle me dit beaucoup d'émotions, hein? Ça te rappelle beaucoup Ben, d'émotions. Hein? Parce que ça nous attend. Moi, je suis ému des gens que j'ai rencontrés, mais je suis ému et j'ai parlé de désespoir d'une certaine façon. Parfois, dans certaines rencontres que j'ai eues, on est en planification stratégique en ce moment, puis ce qui me meut, ce qui me fait travailler 10-12 heures par jour, 6 jours par semaine, c'est que je me dis, mais ça nous attend tous. Tous. J'aime une question que tu poses, François. Comment voulons-nous habiter notre vieillesse? Je trouve ça tellement beau comme question, là. Bien, pour moi, ça m'a pris du temps à la nommer, comme les questions qui méritent d'être répondues. Puis pour moi, la notion... Parce que les gens me parlaient d'habitation. Les gens du milieu aîné que j'ai rencontrés, ils parlent souvent d'habitation. Hein? L'habitation, c'est tellement important, l'habitat, l'habitation... Donc, ça, c'est la maison, la cabane, l'endroit, le lieu. Mais il y a aussi un geste qui est d'habiter. Puis intérieurement, comment on veut vivre ça en dedans de nous. Exactement. C'est ça la question, là. Puis, s'il y a 3 niveaux, il y a exactement comme ce que tu viens de dire, l'habitation, nous, face à notre vieillesse, nous, face à notre corps vieillissant, nous, par rapport au lieu où on habite, mais nous, par rapport à la société où on habite. Les voisinages, les communautés, les villes, la province, les pays. Oui. Eux aussi sont un habitat qui devrait inclure, selon moi, tous les habitants, incluant les aînés qui, là, je vais me tromper de date, c'est sûr, parce que je veux le nommer, mais seront bientôt le quart de la population québécoise dans notre cas, là, dans 10 ans, en fait. Parle-moi du Danemark. Je pense que tu as fait certains constats hein, par rapport au Danemark. La structure fiscale est différente. Bien, ce que je sais, c'est qu'on fait souvent référence. Là, je dis le Danemark, puis des fois, je dis la Finlande, puis des fois, je dis d'autres pays. Puis je ne suis pas un spécialiste de ça, mais j'ai rencontré des spécialistes qui m'ont parlé des bassins du Nord, mettons qu'on va dire. Par exemple, dans ces pays-là, c'est enchâssé dans la loi qu'on doit prendre soin des aînés. Donc, ça dit... Ils en ont beaucoup à nous apprendre, hein? Les Danois, là, c'est... Exactement. Puis la première chose qu'ils devraient nous apprendre, c'est est-ce qu'on va accepter d'être imposé à 60 %? Parce que c'est ça la réalité des gens des bassins du Nord, c'est qu'ils ont bâti un système où c'est enchâssé dans la loi, où les instituts qui prennent soin des aînés, des plus vulnérables, des enfants, ne sont pas associés au gouvernement. Ils peuvent travailler sur des échelles de 25 ans. Puis que ce soit, mettons, dans notre cas, les péquistes, les libéraux, les caquistes, peu importe, il n'y a pas un premier ministre qui pourrait dire à cet institut-là ou à cet organisme-là, on va changer ça, ça ne marche pas, parce qu'eux autres, ils sont en train de prévoir sur un très, très, très long terme. Parce que si on veut créer des changements systémiques, ça ne peut pas se faire en 4 ans. Ben non. Fait que là,
Eux autres, c'est Puis ça que qu'ils ce ont soit fait. cumulatif, parce que chaque gouvernement qui change, ça risque des fois de retomber en bas de la pile, puis on repart à zéro. En tout cas, ça arrive souvent. C'est un des dangers. Je hein. pense qu'on l'a tous vécu. On est assez vieux pour le savoir. Ça fait combien de temps qu'on se fait dire que le régime d'assurance maladie universelle va mal? Moi, depuis que je suis né, j'entends ça à la télé, là. Ouais. Puis ça fait depuis les années 80 qu'on dit que les CHSLD ne fonctionnent pas. Donc, moi, ce que je trouve inspirant dans les modèles qui ont été inventés dans les bassins du Nord, c'est qu'ils ont mis de l'avant, de ce que j'en comprends, n'étant pas un spécialiste, la collectivité avant toute chose. Mais ils l'ont enchâssé dans la loi. C'est la loi. Si ça avait été la loi au Québec de prendre soin des aînés, est-ce qu'il serait arrivé ce qui est arrivé dans les CHSLD? Probablement pas, non. Je pense pas non plus. Non. L'approche aidance, c'est un choix qui nous sort, en fait, de nos valeurs individuelles. Tu dis Absolument. ça aussi. Moi, comme je dis, je travaille beaucoup. Je suis porté par mon projet. J'ai envie de le faire. Mais à chaque semaine, je prends le temps d'aller voir ma mère et d'aller manger du Saint-Hubert avec elle. Je fais pas une pub pour Saint-Hubert, mais elle aime bien ça. Moi aussi, j'aime bien ça. Tout ça pour dire que c'est un choix que je fais dans mon horaire de fou que j'aime et qui est ma passion, de prendre ce temps-là. J'y vais d'ailleurs après qu'on ait fini l'entrevue. Là, Ah, en tu sais, plus? Oui, OK. je vais. Mais tout ça pour dire que on doit se positionner déjà même dans une relation à deux, ou avec ses parents, ou avec n'importe qui qu'on aide, notre voisin, notre voisine, parce qu'on peut aider n'importe qui, en fait. Puis tu sais, moi, je dis souvent, moi, j'ai fait le choix parce que je pense que je savais intimement que c'était possible de réinventer ma relation avec mes parents. Mais c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a des parents qui sont pas des bons parents, puis il y a des parents qui veulent pas changer, puis qui n'ont pas cette ouverture-là. Fait que pour moi, c'est pas moral de dire « Prenez soin de vos vieux. » Non, ça, c'est facile. On le dit souvent, mais c'est beaucoup plus précis que ça et beaucoup plus complexe que ça. Pour du monde. Oui, Ben puis oui. c'est pour ça que, tu sais, la prochaine danse, pour moi aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être avec nos parents quand c'est possible, mais il y a nos voisins, là. Il y a les gens qui vivent près de nous, des étrangers parfois que tout à coup, avec qui, moi, je l'ai vécu avec les gens de la résidence à Val-d'Or, ils sont devenus près de moi. Puis on s'est aidés. Ah oui. Ouais. Puis tu sais, l'approche aidance, c'est vaste. On le répète beaucoup ici. Tu sais, on parle d'aînés. L'approche aidance a 1001 visages. C'est un papa, une maman avec leur enfant. C'est un conjoint, une conjointe. C'est une sœur avec sa sœur, son frère. Je veux dire, c'est tout ça, l'approche aidance. Puis nous, c'est ce qu'on cherche à faire grandir, en fait. Dans ton projet à toi, tu dis « Mon projet sert à mettre en lumière la mémoire et la vie des aînés. » Et ça aussi, c'est vraiment beau. Puis quand on est un proche aidant, on a plein d'occasions de se la fermer puis d'écouter. Puis il y a beaucoup de choses qui sortent quand on se permet de laisser des silences, quand on se permet juste d'être avec. Hein. C'est pour ça que moi, je trouve que le mot « accompagnement » est un mot plus doux, que j'aime plus, là, mais qui décrit la même chose. Hein. C'est important de nommer des phénomènes comme l'approche aidance. Mais pour moi, ce qui complémente bien l'approche aidance, c'est cet accompagnement-là. Bien sûr. Puis je trouve que d'être avec quelqu'un en reconnaissant qu'on s'aide des deux bords, je trouve que ça peut vraiment, vraiment nous donner le goût de le faire plus, en fait, aussi. À travers ton projet, à travers tes immersions, est-ce que tu as pu savoir comment toi tu veux vivre quand tu vas être vieux? Parce que ça aussi, c'est une question que tu poses. Comment voulons-nous vivre quand on sera vieux? Il faut se la poser, cette question-là. Là. C'est clair. Puis on n'a plus 15 ans, puis on n'a plus 20 ans, puis on est déjà dans la cinquantaine ou presque. Ouais. Puis c'est là, c'est au coin de la rue. Là. Je te dirais que une des choses qui a fait que j'ai créé le mouvement Habitat, parce que la pièce, c'est une chose, mais le mouvement Habitat vient d'une question que je me suis posée à moi-même. Puis en tout cas, c'est ma façon de le nommer maintenant parce que oui, je pense à la vieillesse, mais tu sais, j'ai 50 ans pile, je me sens un petit peu loin de ça, mais je suis proche parce que j'ai plein d'aînés autour de moi. Mais moi, ce que j'ai envie de dire autour de comment est-ce que je veux être, comment est-ce que je veux vivre ma vie quand je vais être vieux, c'est de pouvoir faire des choix. Puis je trouve que, tu sais... Avoir cette liberté. Oui, parce que, tu sais, il y a encore, beaucoup d'aînés qui m'ont dit... On n'a pas le choix. Exact. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. On est rendu là. Cette phrase, on est rendu là. Puis des fois, c'est vrai. Tu l'as dit toi-même, hein? Il y a des gens qui prennent du temps à reconnaître qu'ils perdent de l'autonomie cognitive ou physique ou à toutes sortes de niveaux. Mais je crois qu'on a envie de créer, mon équipe et moi, en fait, un espace où on peut inventer d'autres choix.
Oui, parce qu'il y a les résidences pour les personnes âgées, ça, Oui. c'est une chose. Oui. Mais on parle aussi, il ne faut pas oublier les CHSLD, là. C'est ça, il n'y a personne qui veut ça, là. Tu sais, une résidence, c'est une chose, tu peux être avec des amis, tu as Oui. ton appartement, tu es Oui. Première étape. autonome, il y a même des services de soins si tu as une intervention, il y a un étage où tu peux être là 3-4 jours en réhabilitation, tout ça. Mais quand on parle des CHSLD, il n'y a personne qui veut se retrouver dans un CHSLD, là. Et pourtant, on en aura besoin plus que jamais. Ben, c'est ça. C'est tout ça auquel on est mis face, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, 5 jours après le premier confinement de mars 2020, ils ont dit aux gens de 70 ans et plus, ne sortez plus de chez vous. Ouais. Les gens de 70 ans et plus, ce sont tous les bénévoles et les proches aidants de ceux qui vivent dans des CHSLD. 2 semaines après, 1 mois après, le système s'écroulait parce qu'il n'y avait plus personne pour être là. Et ça nous parle de l'importance institutionnelle de la proche aidance. Moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui de la proche aidance avec ma maman puis avec des gens près de moi, et c'est une forme de proche aidance. Mais je pense que, tu l'as dit tout à l'heure à ta façon, Marina, il faut donner un crédit à cette fonction de proche aidant et l'institutionnaliser. Fait qu'il faut réfléchir. François, merci beaucoup. C'est vraiment... ce sont de belles réflexions. Je suis allée sur ton site et vraiment, c'est magnifique. Il se passe plein d'affaires. Je le disais tantôt, il y a de la poésie extrêmement inspirant. Puis bravo, François Grisé, pour ça. On va vous suivre, c'est sûr. Merci, Marina. Merci infiniment. Eh bien, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je tiens à remercier nos précieux invités. Sans vous, là, il n'y en aurait pas de balado. Alice Stenover, merci. Boucard Diouf, également. François Grisé. Je pense que le moins qu'on peut se dire, c'est qu'il y a matière à réflexion. Il y a matière à se mettre en mouvement. Puis, je trouve ça toujours rassurant de voir qu'il y a beaucoup de monde qui est en action. Il y a beaucoup de monde qui se sentent concernés de façon même urgente, je dirais, face à la proche aidance, qui veulent trouver des solutions. On n'a pas le choix de le faire. Face au vieillissement, face à nos choix de société. Je vais me rappeler de François Grisé avec cette question-là. Comment voulons-nous habiter notre vieillesse? Quelle belle façon de la poser. Boucard Diouf, bien, chez les humains comme chez les éléphants, quand la vie s'en va, c'est l'âme protectrice qui s'en va. Quand la mère s'en va, je précise, c'est aussi accompagner ceux qui meurent, même quand on ne les connaît pas. C'est des valeurs profondes. Et je vous rappelle que son livre va sortir, d'après moi, cet automne, Ce que la vie doit à la mort, quand la matriarche des éléphants s'effondre. Ça, c'est aux éditions La Presse. Du côté d'Alice, je dis merci. Merci pour le service. Elle nous a parlé, entre autres, du service avec nos proches. Puis je trouve ça très beau parce que c'est d'anciens aidants qui aident de nouveaux aidants, ceux qui entrent dans la phase de la proche aidance dans leur vie. Puis je pense que c'est une excellente idée parce qu'il n'y a rien comme le vécu. Quand on l'a vécu, on peut tellement mieux le comprendre, puis oui, mieux accompagner aussi. C'est la proche aidance, c'est un nouveau rôle à laquelle il faut s'adapter, qu'il faut apprivoiser. Ça peut être très complexe. Rappelez-vous que si vous cherchez de l'aide pour vous, pour un proche, il y a des ressources. Il y a des ressources. Contactez la ligne d'abord Info Aidant. Je vous le dis à chaque fois, 1-855-852-7784. Si vous aimez mieux écrire, parfois on est mieux dans l'écrit que dans la parole. info-aidant-à-l'appui.org. Et quand vous allez être là, l'appui.org, il y a plein de conseils, il y a beaucoup d'informations, il y a des témoignages aussi. Alors, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est oser. Oser appeler, oser écrire, oser tendre la main pour aller se chercher de l'aide parce que je pense qu'on n'y arrive pas tout seul, vraiment pas. Alors, la semaine prochaine, ça va être intéressant, mais premièrement, c'est notre dernier épisode déjà, 8e épisode, où nous allons parler de l'avenir de la proche aidance, ce qui s'en vient, en fait, de proche aidance, avec, entre autres, et nul autre que Jeannette Bertrand. Ça risque d'être bon. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Toujours un plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Ici Marina Orsini. À bientôt.